Bonsoir, nous sommes à Andorre-la-Vieille pour un premier débriefing du Tour de France après la première semaine et au cours d'une journée de repos qui a été très profitable aux coureurs qui étaient tous très fatigués, nous ont-ils dit. Autour de cette table, Antoine Plouvin, le chef du site cyclingpro.net, François Thomazeau du journal Le Figaro, Julien Prétot de l'agence Reuters et moi-même Gilles Leroc. Messieurs, première question, est-ce que ce Tour de France vous plaît depuis son départ du Mont-Saint-Michel, en dépit de la concurrence faite par l'Euro depuis le départ, Antoine? Alors le début, moi, m'a pas plu. Il m'a pas plu parce que c'était assez mou quand même. On a vu des étapes longues comme quand on passe du match de la France avec l'Islande 5-2 et puis que le lendemain on a une étape à 33 km/h de moyenne, enfin 37 à la fin, c'était quand même... on avait l'impression que le cycliste, ça allait pas grand-chose à côté. Après, par contre, j'ai bien aimé les Pyrénées parce que, alors peut-être pas la première étape, mais les deux dernières ont été assez mouvementées. Froome nous a surpris, je crois qu'il a surpris tout le monde et ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un, on dit souvent c'est une machine, c'est très millimétré. Alors c'était peut-être prévu, mais ça a vraiment surpris et ça c'était pas mal. Et puis hier, il y a quand même eu un sacré départ d'étape, 45 coureurs dans les premières échappées, j'ai rarement vu ça. Donc de ce point de vue-là, je pense que le début a été mou, mais après on s'est bien rattrapé. Alors moi je suis un peu comme Antoine, forcément on va dire des choses assez proches. Moi je n'ai pas aimé ce début de tour parce que pour moi, contrairement à ce que dit Antoine, je pense que ce tour n'a pas vraiment commencé. On a des écarts qui sont très resserrés. Froome a en effet fait son petit show à la Grême-Aubry dans la descente là, avec son penché sur son cadre et ça c'était sympa en effet, mais au final si on regarde bien, aucune hiérarchie très très nette ne se distingue, heureusement parce qu'on a quand même 10 jours de course, il y a quand même déjà quelques coureurs qui sont lâchés. Pour le reste j'ai l'impression que vraiment, même s'ils disent tous le contraire, ils sont tellement obnubilés par cette troisième semaine infernale que le Tour se jouera vraiment en troisième semaine et pour l'instant on a vu des petites choses, on n'a pas encore vu le Tour. Oui, un peu comme François, moi j'ai pas du tout aimé ce début de tour, déjà parce qu'il y a deux protagonistes essentiels qui sont passés par la fenêtre, Alberto Contador qui a abandonné hier, et Thibaut Pinot qui a pas tenu ses promesses. Voilà, donc ça déjà je trouve que ça enlève un gros intérêt à la course. Effectivement, les écarts sont très resserrés. On peut se dire que ça va être passionnant. J'ai envie de croire que le reste du tour sera passionnant, mais le début, franchement... c'était vraiment pénible, vraiment pénible, à part, on en reparlera je crois, le retour de Cavendish au premier plan, qui est quand même une très belle histoire. Bon, je vais préciser les écarts puisqu'on en parle. Adam Yates, le meilleur jeune, est à 16 secondes de Froome. Dan Martin, qui est quand même très très surprenant, est troisième à 19 secondes. Quintana, qui n'a pas bougé une oreille, est à 23 secondes. En fait, il y a 11 coureurs dans la minute. Et ça, je pense que pour le coup, Christian Prudhomme a réussi son coup. Il veut un tour à suspense pour ménager la télévision et faire en sorte qu'il y ait un bon teaser pendant 3 semaines. Là, je pense que lui, Christian Prudhomme, doit être très satisfait de ce qu'il a vu en ce début de tour. Après, au niveau du spectacle, je vous rejoins. Ça n'a quand même pas été folichon. Il y a eu des sprints qui étaient prévus et qui se sont préparés dans les 30 derniers kilomètres de chaque étape concernée. Il y a eu le sprint de Cherbourg où Alaphilippe a peut-être fait une erreur, mais de toute façon, ça gagnait très fort et je ne pense pas qu'il aurait gagné. Et puis, il y a l'étape du Lioran qui n'a pas rempli son rôle, puisque c'est vrai, il y a une belle échappée. C'est vrai que Greg Van Avermaet est un coureur formidable et a mérité les 3 jours de gloire qui ont été les siens jusqu'au Tourmalet. Mais les favoris, en l'occurrence, ne se montrent pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, la surenchère des organisateurs dans la difficulté doit cesser à faire des choses et des parcours trop difficiles. On fait peur aux coureurs. Et quand les coureurs ont peur de la suite, ils ne se livrent pas. Voilà, ça c'est mon analyse personnelle pour ce Tour de France. Mais je pense que vraiment le grand bénéficiaire de ce Tour de France, pour le moment, c'est Christian Prudhomme. Juste une remarque, la meilleure preuve de ce que dit Gilles, c'est ce phénomène, enfin cette stat qui a marqué tout le monde. Hein. Au bout de 9 jours de course, je crois, il n'y avait pas d'abandon. Ce qui fait que, bon, c'est très bien, on va dire, personne n'a abandonné, ils sont en meilleure santé, il y a eu moins de chutes, il y a eu aussi moins de courses. Et je pense que ça s'est traduit vraiment, ce parcours qui a été fait justement pour ménager le suspense, c'est traduit par le fait qu'on n'a pas d'abandon. On souhaite jamais les abandons, mais ça n'est jamais arrivé en 63 Tours de France. On va enchaîner, comme le voulait Julien, avec Mark Cavendish. Voilà, son sursaut, comme il le dit lui-même, et je préfère le mot sursaut au mot renaissance, est bluffant. Il gagne 3 étapes sur 4 sprints massifs. Je pense que personne ne l'attendait à ce niveau-là, peut-être pas lui-même. Est-ce que Julien, on peut essayer de comprendre ce qui se passe avec Cavendish? Est-ce qu'il est absolument pris par le Tour de France, dont il ne cesse de répéter qu'elle a fait sa carrière, cette course?
Oui, Cavendish, c'est un coureur qui nous le dit, il est habité par le Tour de France. Il n'y a quasiment que ça qui compte pour lui. En revanche, je pense que c'est sa préparation au JO qui l'a vachement aidé. Il a beaucoup travaillé sur la piste en vue des Jeux de Rio. Voilà, donc après, il faut peut-être voir là son regain de puissance dans les derniers mètres. Et puis peut-être aussi je sais pas, peut-être un coureur qui est aujourd'hui plus heureux dans une équipe un peu plus humaine que celle dans laquelle il a évolué jusqu'à présent. Voilà, je pense que la combinaison des deux fait que voilà, c'est un coureur qui a gagné 3 étapes, qui va peut-être encore en gagner une ou deux. Je vais poser cette question à l'homme qui fait le plus de courses dans tout le peloton, Antoine Plouvin. Parce que vous le savez, Antoine Plouvin est sur toutes les courses toute l'année. Est-ce que ce retour de Cavendish était pour toi attendu ? Non, je m'y attendais pas. Honnêtement, moi j'étais un peu comme beaucoup de monde, je l'avais un peu enterré. J'étais surpris. Après, il y a aussi d'autres éléments. Alors c'est vrai que chez Dimension Data, je pense qu'il a trouvé sa place. Je sais pas si l'équipe est plus humaine que Ethics, mais en tout cas, il y a une vraie dynamique de victoire chez Dimension Data. Ça, c'est clair. Il y a aussi une vraie liberté chez les coureurs. Après, non, effectivement, la saison qu'il a fait jusqu'à présent ne laissait pas présager pour moi d'un retour comme ça sur le Tour de France. Alors je pense aussi qu'il y a un autre élément, c'est sûr, sa préparation à la piste a dû beaucoup l'aider. Il y a un autre élément aussi, c'est peut-être que les autres sprinters sont un peu moins forts. Kittel a été très fort en début de saison, mais on l'a vu notamment au championnat d'Allemagne, dans le sprint, il n'était pas terrible, donc c'est pas sûr que lui-même dit qu'il n'est pas forcément à son super niveau sur ce Tour de France. Greipel, je ne sais plus quelle étape, mais il avait dit qu'il était inquiet, qu'il manquait de puissance. C'était l'étape qui arrivait à Limoges, il était vraiment pas rassuré. Donc c'est sûr que ça doit l'aider un peu, mais quand même son retour est impressionnant et pour moi pas attendu. Tout ça pour préciser d'ailleurs que je pense qu'il y en a un là-bas dans les Vosges qui doit quand même se les manger, c'est Nasser Boigny, parce que quand on voit effectivement la nature des sprints cette année où Greipel n'y arrive pas, où Kittel est moins fort, c'est une évidence. Là pour le coup, Boigny il passe sans doute à côté de l'occasion de sa carrière dans le Tour de France. François, est-ce qu'on peut imaginer que le prochain Cavendish ce soit Brian Cocard ? Oui, il y a une certaine similitude dans c'est des sprinteurs, c'est des mecs de tempérament, c'est des sprinteurs de petite taille qui travaillent plus sur l'aérodynamisme que sur la puissance pure. Ça, c'est sympa. On aime ce genre de sprinter-là. Il y en a d'autres. Je pense au petit Sam Bennett qui n'a pas eu de chance, mais enfin, il y a quelques coureurs comme ça qui sont des sprinteurs de vélocité et non pas des sprinteurs de puissance. Moi j'aime autant ça, c'est autre chose, ça va un peu à l'encontre de la théorie des watts, qui nous serine un peu toujours. L'un comme l'autre, je pense le sprinter c'est un peu comme l'avant-centre au foot, on le dit souvent, mais c'est pas si faux. Il a besoin de confiance, il a besoin d'être bien entouré. Je pense sincèrement que chez Cavendish, ces 3 dernières années quand il gagnait pas ou peu, on le sentait assez agressif, assez tendu. Le sprint où il tombe chez lui à Harrogate, c'était le surcroît de pression. Je pense qu'il a jamais été très bien chez Quick-Step. L'équipe n'était pas battue pour lui et autour de lui. Quand il est chez Sky, je pense qu'il est allé chez Sky pensant qu'il allait avoir cet environnement très favorable avec ses potes. Je pense que c'est un garçon, contrairement aux apparences, qui est très affectif, qui marche beaucoup à ça, à l'affectif, au sentiment. Là, il a une équipe dans laquelle il a retrouvé Heisel et Rencho. Bon, c'est pas, il l'avait aussi, il l'avait eu en partie chez Sky, puis après en partie chez Quick-Step. Là, il retrouve ses vieux potes. Il trouve comme directeur sportif Roger Hammond, qui est un Anglais qu'il connaît aussi bien. Et je pense qu'il est vraiment. On sent quand même dans cette équipe Dimension Data. Alors, il répète toujours qu'il y a la juste cause pour laquelle il travaille, puisque je vous rappelle que c'est une fondation sud-africaine qui donne des vélos à des jeunes Africains. C'est peut-être pas ça véritablement qui fait la différence, mais je pense qu'il évolue là dans un environnement très favorable qui est bon pour lui. Brian Cocard, c'est un peu la même chose. Là, l'équipe est totalement autour de lui. On sent qu'il y a un projet qui est vraiment derrière lui, et il avance petit à petit. Lui aussi, il travaille la piste. Lui aussi est un pistard. Lui aussi est venu de l'Omnium et a aussi sans doute un peu travaillé là-dessus cette année, même si le Tour de France était son objectif numéro 1. Donc, il y a certainement des similitudes. Après, pour revenir à ce que disait Antoine, je finirai là-dessus. On a quand même des sprints où on a vu Dan Maclay ou
ou le petit Edward Toon, je pense qu'il vaut mieux que ça, mais Christophe Laporte qui a certainement des talents, mais qui font dans le top 5. Donc on n'a peut-être pas eu cette année non plus des sprints de très haut niveau dans le Tour, et je pense qu'en effet Nasser Bouhanni aurait certainement gagné au moins une étape dans ce Tour s'il n'était pas blessé. Pour conclure avec ce chapitre des sprints, il faut quand même remarquer que depuis le début de saison, il n'y a pas une équipe qui est capable d'emmener un train, qui n'est pas capable d'emmener pendant 5 km comme on le faisait avant. Et moi, comme toujours, j'y vois un bon signe, c'est que s'ils ne sont pas capables de le faire, c'est qu'ils n'auraient pas dû être capables de le faire avant. Bon, on va passer au troisième chapitre, qui est le duel, enfin c'est pas un duel, qui est la situation Froome-Quintana, avec Froome qui est en jaune, aujourd'hui en dorme avec des écarts minimes, et il n'a pas fait de différence, il faut quand même le dire. Il faut dire qu'il n'a pas été attaqué non plus. Est-ce que selon toi, Julien, l'attaque de Froome en descente dans Persaud est un aveu de faiblesse ? Alors pas du tout. Je pense que c'est pas du tout un aveu de faiblesse. Il a fait sa course. Est-ce que c'était prévu ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'était prévu, c'est bien joué. Si c'était pas prévu, c'est bien joué. Voilà. Après, il n'a pas été attaqué. Lui a essayé d'attaquer. Il a pas lâché grand monde. Je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, Quintana est dans une très très bonne position. Il est en, comme on dit en anglais, il est le sandbag, il est le sac de sable sur le haro arrière de Froome. Je pense que Froome, ça pourrait l'énerver. Après, c'est à double tranchant. S'il attend trop longtemps, Quintana, le jour où il va essayer, s'il se rate, c'est fini. Voilà, je pense que Froome n'est pas en si bonne position que ça. Après, c'est aussi dû à la physionomie de la course, au parcours. Première semaine beaucoup moins agitée que l'année dernière. On n'a pas commencé par une arrivée au sommet brutale après un jour de repos. Et c'est là que l'année dernière, Froome avait écrasé tout le monde. Donc, ouais, Quintana, je pense, est en bonne position. Il est super pénible, c'est vraiment pas spectaculaire, mais je pense que c'est voulu. Ouais, enfin, pour revenir sur Froome, moi le voir, déjà il est quand même pas très académique, il n'est pas très joli sur un vélo. Le voir en plus prendre sa position incroyable en descente, d'abord, personne ne doit faire ça, surtout pas les jeunes qui nous écoutent. Deux, voilà, ça correspond pas à l'espèce d'image un peu esthétique que j'ai moi d'un coureur qui domine. Et franchement, cette image de Froome dans le descent de Persaud m'a fait halluciner. C'est un, pas beau, et deux, pas très efficace, parce qu'il n'a pris que 13 secondes face à un peloton qui ne roulait pas derrière. Est-ce que ça t'a surpris, toi, Antoine, de le voir attaquer comme ça ? Bah oui, clairement, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui avait parié qu'il allait attaquer comme ça en descente. Non, ça m'a surpris, moi. Vraiment, mais moi, au contraire, je trouve ça plutôt bien, parce qu'il a su tirer... Je dis, chez Sky, on reproche souvent que la tactique est assez millimétrée, que c'est un peu trop académique. Et là, pour le coup, il a fait vraiment preuve d'opportunisme. Alors c'est vrai, je vais revenir sur la situation. Quintana est bien placé. En même temps, tout le monde est un peu bien placé. Maintenant, il n'y a pas de gros écart. Froome le savait aussi, il l'avait bien prémédité. Chez Sky, on a vraiment cette vision de la course avant, en tout cas on prépare bien. Froome a attaqué en descente, il a dit qu'il n'avait pas prévu, mais bon, on pense quand même qu'il a dû travailler sa technique en descente, surtout qu'il y a encore sur 5 étapes de montagne, il y en a encore 2 qui n'arrivent pas au sommet, donc il sait que c'est important. Chez Sky, je pense qu'on a vraiment prévu ça, c'est pareil, le fait qu'on mise beaucoup sur la 3e semaine. On est prêt à répondre à Quintana. Après, pour Quintana, le vrai problème pour moi, c'est... Bon, déjà, il a bien passé la première semaine puisqu'il ne s'est rien passé. Donc déjà, ça c'est bien pour lui. Mais là, on va vraiment voir s'il a évolué. C'est que dans tous les cas, il va arriver dans les Alpes, après le contre-la-montre. Il y a un risque qu'il ait un certain retard. Et c'est ça qui est dur pour Quintana à chaque fois, c'est qu'il arrive en 3e semaine, là où il performe avec un retard. Et c'est là qu'il faut qu'il se mette dans la tête que il avait préparé ça. L'an passé, il ne l'a pas fait. Il arrive en 3e semaine, on l'a senti, il était nerveux, il avait la pression du temps à rattraper. Cette année, si ça continue comme ça, il aura beaucoup moins de temps à rattraper. Mais dans tous les cas, il y a quand même des risques qu'il ait après le contre-la-montre. Et c'est là qu'on va voir s'il a vraiment évolué, s'il est capable de passer outre ça et de savoir ce qu'il fait, de se concentrer sur sa propre course, comme le fait Froome finalement, d'être sûr de sa force et d'attaquer là où il faut, et pas se dire si j'attaque là, je vais peut-être perdre la 2e place, le maillot blanc comme l'an passé. Et ouais, c'est là qu'on va voir si Quintana a évolué, mais pour l'instant, on n'a rien vu en fait. Je vais m'adresser maintenant aux plus anglophiles des analystes du cyclisme français, c'est-à-dire François Thomazeau. Anglophile signifie pas forcément avoir choisi son camp, mais t'es pas de ceux qui enterrent le plus facilement Froome. Est-ce que, avec l'équipe qu'il a, il a la meilleure équipe, il n'y a pas de doute là-dessus, ils sont capables de tenir la baraque comme ils l'ont fait pendant 2 jours dans des étapes difficiles, avec 8 très bons coureurs qui seraient leaders ailleurs. Donc ça c'est sûr, mais est-ce que
D'après toi, Froome aujourd'hui a l'esprit tranquille? Je pense que oui, et totalement. Je sais que je me retrouve toujours à être le fromophile de service, alors que j'ai pas forcément une sympathie pour le bonhomme. Hein. Je le trouve un peu froid, de plus en plus froid. Il s'est renfermé. On l'avait vu l'an dernier sur la Vuelta, après le Tour, dans une forme de paranoïa. Bon, peut-être un peu compréhensible. Alors, si on prend le scénario paranoïaque, on peut se dire que tout est calculé par Fantomas Brailsford. On peut se dire, tiens, il a fait exprès de pas prendre trop de temps au début pour qu'on ne l'accuse pas d'écraser le Tour d'emblée, etc. Parce que le coup de la descente, c'était quand même super bien joué. Quoi que tu en dises, on n'aime pas forcément cette manière de courir, cette position, mais enfin, ça rappelait Graham Aubry qui avait quand même battu un record de l'heure, ensuite annulé dans ce type de position-là. Tu dis que derrière, le peloton ne roulait pas. C'est pas du tout ce que disait Alejandro Valverde. Hein. Ils étaient à fond derrière, mais l'autre, il a quand même pris 14 secondes. Et c'est là, peut-être dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. On peut se dire que peut-être il y avait un scénario en se disant, eh ben non, je vais pas attaquer dès le premier col, j'ai le temps. Il y a des choses. La troisième semaine est infernale. Et puis on oublie un juge de paix classique du Tour de France. Il y a le Ventoux qui arrive là très prochainement. On la connaît, cette montée, elle est dure. Là, pour le coup, je crois que ça va faire plus qu'écrémer, qu'ils pourront pas se cacher, et on verra qui est le plus fort. Moi, je continue à penser que Froome en a regardé sous la pédale. On dit, il a tenté des attaques, etc. Ouais. Je demande à voir. Je pense qu'il en a encore sous la pédale. Alors Quintana, le problème j'ai entendu beaucoup de directeurs sportifs que j'ai vus cette semaine dire oui, patience, la clé c'est la patience, que la troisième semaine est dure. Et on sait que chez Movistar, alors que tu disais que le Sky domine le Tour, moi j'ai trouvé le Movistar au moins aussi bon. Mais leur gros problème très souvent, c'est la philosophie Unzué, sans parler de la philosophie Arieta, c'est vraiment oh là là, surtout pas d'emballement. Et souvent, c'est le lundi après le Tour, ils disent tiens, on aurait peut-être dû attaquer quoi. Est-ce que Quintana va le faire? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? On n'a rien vu. Moi, ceux qui m'ont paru les plus fringants, à côté de Froome, qui n'a pas eu du tout l'air de souffrir, j'ai bien aimé le petit Adam Yates. Voilà, un garçon qui va aller loin. Enfin, on le savait déjà. Hein. J'aime beaucoup Dan Martin. Il a perdu du poids, ça se voit quand on le voit. Il est tout fin. Il a pris ce gabarit habituel maintenant des vainqueurs de Tour. Il est devenu agressif aussi. Il a toujours été très très sympa. Maintenant, il est un petit peu plus coincé. Donc, il est sans doute très motivé par ce tour-là. Et moi, j'ai trouvé Richie Porte bien, vraiment bien. Alors, on a dit il a tiré Froome, il n'a pas tiré Froome, il est devant avec les autres. Il a du temps à rattraper et il a fait son. Donc voilà, ce tour n'est pas fini. Il n'y a pas que Quintana. Et une fois de plus, pour l'instant, moi, je trouve que si Froome a fait preuve de faiblesse, et avec 16 secondes d'avance au général, on peut voir ça comme ça, mais c'est pas mon cas. J'aime bien que tu aies parlé de Valverde et Porte, qui sont les deux alliés évidents de Froome. Valverde, par défaut évidemment, Valverde n'aidera jamais Quintana. Et d'ailleurs, quand Froome a attaqué, il a mis bien du temps à réagir dans la descente. 5 km de descente, franchement c'est beaucoup, avant de commencer à rouler sans vraiment étirer la file, c'est-à-dire que ça allait quand même pas très vite. Voilà, aujourd'hui Valverde est assez loin, il est à 1 minute. Et c'est peut-être la chance de Quintana, parce qu'au bout d'un moment, s'ils veulent vraiment jouer au moins le podium, il va falloir que Valverde bosse pour Quintana. L'an dernier, rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il fallait absolument que Valverde soit sur le podium, et donc on a freiné Quintana jusqu'à l'avant-dernière étape. Porte, c'est extraordinaire ce qu'il a fait hier. Là, je donnais le micro à Julien. Non seulement il a enterré Van Garderen en attaquant au moment où Van Garderen était en train de se faire lâcher, donc on ne peut pas dire que chez BMC ce soit une super entente, et en plus, il avait dans la roue Froome, et s'est comporté comme le lieutenant qu'il était encore l'an dernier. Donc voilà, c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il y a deux alliés de circonstance pour Froome, et tant mieux pour lui d'ailleurs. Je partage l'avis de Gilles là-dessus. De toute façon, je pense que Richie Porte n'est pas un méchant, donc il ne peut pas gagner un grand tour. Après, Adam Yates, oui, super, mais je suis allé le voir tout à l'heure, il nous dit, de toute façon, oui, ça va très bien, mais dans le chrono, Froome va mettre 4 minutes. Donc, ces mecs-là, je pense qu'en milieu de semaine, il y en a pas mal qui vont passer par la fenêtre parce qu'il y a le Ventoux déjà, comme disait François, on parle de la 3e semaine, mais je pense qu'en milieu de 2e, ça va être fini pour beaucoup de coureurs. Et c'est pour ça que je vois qu'on se dirige malheureusement vers juste un duel Froome-Quintana, parce que derrière, je vois pas trop. Dan Martin, Adam Yates sur le chrono, le Ventoux plus le chrono, ça va être compliqué. Quintana, ça va quand même déjà dans le Ventoux. J'imagine qu'il peut gagner au Ventoux. J'imagine qu'il peut reprendre du temps à Froome. Après, je me trompe peut-être, mais et voilà. Et puis derrière, il n'y a plus personne. Hein. Je suis désolé, il n'y a plus personne.
Ouais, autant dire qu'à partir du Ventoux, Antoine, on va courir pour la 3e place sur le podium, entre des équipes qui vont donc un peu clôturer tout ça ou pas? Moi, je partage l'avis de Julien là-dessus, hein. Bon, Adam Yates, déjà, il a un discours un peu spécial parce qu'il était là sur les étapes. Il a quand même attaqué au lac de Payolle pour prendre le maillot blanc alors qu'il avait dit qu'il visait pas du tout le classement général. Bon, maintenant, il a l'air de changer d'avis, mais effectivement, il n'a aucune référence sur 3 semaines. Dan Martin, qui d'ailleurs a perdu du poids depuis qu'il vit à Andorre, ici même, où il a changé beaucoup sa préparation, donc il vit en altitude. Ça joue, mais lui aussi, c'est vrai, il a aucune référence sur 3 semaines, hein. Il a toujours eu de la malchance. On sait ses qualités intrinsèques. Oui, un peu comme Porte, il est capable de faire bien sur un grand tour, mais sur 3 semaines, on n'a absolument aucune référence. Et je pense que, moi, je le sens. Il peut faire des coups d'éclat, mais je le sens pas forcément. Jouer la première place, ça me paraît pas possible. Peut-être une place d'honneur. Donc ouais, pour moi, duel Quintana-Froome. Messieurs, le dernier sujet qu'on va aborder concerne les Français. C'est un peu la douche froide quand même. Alors j'étais de ceux qui pensaient que les Français allaient briller dans ce tour. Peut-être pas autant que Jackie Durand qui avait annoncé 7 victoires d'étape. On est quasi à la moitié du tour, il n'y en a toujours pas une. Mais Thibaut Pinot, qui semblait être la meilleure carte pour jouer un général, voir le podium, eh bien, s'est effondré dans le premier col. Même s'il se rattrape en prenant le maillot à poids, on pourrait dire que c'est quand même assez décevant 2 années de suite. Warren Barguil montre déjà des signes de lassitude. Pierre Rolland, on ne sait jamais Pierre. Pierre, voilà, il est capable du meilleur et du pire en 2 jours. Et puis en revanche, Romain Bardet qui sauve un peu les apparences en étant aujourd'hui 6e du classement général sans avoir commis la moindre faute. Est-ce que François, on attend trop des Français encore, de cette jeune génération dont on ne peut pas nier qu'elle soit très bonne? J'ajoute évidemment Julien Alaphilippe qui a fait une belle première semaine. Est-ce qu'on attend encore trop de ces gars-là? Est-ce qu'ils sont dans un milieu finalement un peu trop douillet pour eux? Histoire de changer un peu, je vais faire une comparaison avec le tennis. On a quand même parlé pour la génération des tennismen français, les Tsonga, les Simon, les Monfils et compagnie, des Gasquet, des nouveaux mousquetaires. Ça fait rire quand on voit leur palmarès. J'espère que cette génération ne sera pas la même. C'est-à-dire que ça ne sera pas ces nouveaux mousquetaires qui se contentent d'être demi-finalistes d'un grand chelem. Là, malheureusement, sur ce tour, oui, ça n'a pas souri pour Thibaut Pinot. C'est assez inexplicable, c'est un peu rageant. Ça fera peut-être plus tard partie de sa légende. Il y aura peut-être enfin un jour un tour. Ils sont jeunes, hein, c'est la classe 90, 26 ans. Bon, il y a du temps. Mais bon, le temps, ça me nuise un peu. Ce qui est très gênant pour Thibaut, en plus de cette côté un peu incompréhensible de ses défaillances, c'est que contre la montre, c'était celui qui risquait de perdre le moins de temps. Ce qu'on en parlait tout à l'heure, oui, il y a aussi ce contre la montre qui arrive derrière. Et Romain Bardet, qui est bien placé, va perdre du temps sur les favoris, sur un certain nombre de favoris. Je reviens tout à l'heure à Richie Porte. Pour moi, c'est un de ceux qui sont en tête, qui ne va pas perdre du tout de temps contre la montre. Au contraire. Donc méfiance. Et pour les autres, Warren Barguil, je pense qu'on a monté un épingle peut-être un peu trop tôt. Peut-être qu'il y a des turbulences aussi au sein de son équipe. Il y a eu cet accident de début de saison, mais il y a peut-être aussi des choses qui sont en train de changer dans cette équipe. On a vu qu'ils ont annoncé un nouveau sponsor aujourd'hui. Bon, peut-être que ça joue, je ne sais pas. Pierre Rolland était, à mon avis, le plus apte et le mieux préparé cette année parce que justement, il est parti, qu'il a un peu changé d'approche, d'atmosphère aussi de travail. Malheureusement, il est tombé. Je pense que ça, hier, notamment, ça a joué, sa chute. Ça lui a fait du mal. Alors là, peut-être c'est une saison de malchance pour les Français. En tout cas, en effet, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Bardet est à sa place, 6e, il a déjà fini 2 fois cette place-là. Non, la grosse déception, je pense que c'est Thibaut Pinot. On le voyait tous sur le podium. Oui, on va revenir un par un dessus. Pierre Rolland, alors moi je l'estime beaucoup, Pierre Rolland, je pense qu'il a un énorme potentiel, souvent mésestimé. Il a changé de préparation, c'est sûr, et ça, dans tous les cas, je pense qu'il faudra un temps d'adaptation. Moi, je le voyais pas trop faire bien, peut-être des coups d'éclat cette année, mais il change vraiment un peu du tout au tout entre la préparation chez Robcar et chez Cannondale. C'est vraiment pas la même chose et il faudra du temps un peu. Puis il y a cette chute qu'il a quand même pas mal, il s'est pas mal râpé, il s'est fait mal à la main. Là, c'est sûr que ça l'handicape beaucoup. Romain Bardet, c'est bien parce qu'en montagne, il est là, il n'est pas très loin derrière quand même. Je pense qu'on l'a rarement vu à ce niveau-là en montagne, hein. Après, oui, il a toujours des lacunes contre la montre. Encore une fois, la montagne, pour l'instant, elle n'a pas révélé grand-chose. Donc, il faudra vraiment voir en 3e semaine. Thibaut Pinot, oui, c'est la grosse déception, c'est sûr.
Je sais pas, peut-être un problème de préparation, facile à dire notre siège, mais c'est bizarre parce qu'on le connaît, Thibaut, on l'a vu progresser encore cette année, notamment sur le Tour de Romandie, pas que. Il a le potentiel, lui, il a dit qu'il n'avait pas le niveau parce qu'il était très déçu au lac de Payolle, mais moi j'y crois pas, ça, il a le niveau, il y a pas de problème, c'est peut-être la préparation qui va pas. Après, le problème de ces Français, souvent, c'est ce qui n'a pas été le cas de Pierre Rolland, puisqu'on avait vu Pierre Rolland faire 4e d'un Giro, c'est que tout est axé complètement sur le Tour, il n'y a aucune autre expérience, et le Tour c'est le plus dur, il faut faire quelque chose. Moi, je me souviens, après Quintana, il a fait 2e du Tour de France, on l'a envoyé sur le Giro, il n'était pas très content Quintana d'aller sur le Giro, je me souviens, finalement il a gagné, je crois qu'il a énormément appris sur le Giro. Peut-être que c'est la recette, peut-être que c'est une école, c'est une vraie école pour apprendre à être meilleur sur le Tour. Julien va pas nous surprendre parce qu'il nous parlait de déception dès le départ pour Thibaut Pinot. Bah oui, énorme déception, à mon avis, problème de préparation. Apparemment, il n'a pas réussi à remettre en route après le Tour de Romandie. Pour moi, cette année, il devait finir sur le podium. Après, je rejoins vraiment ce que disait Antoine. Pourquoi pas les envoyer sur d'autres tours? Pas juste gagner des étapes, mais faire vraiment la course pendant 3 semaines. Fabio Aru aujourd'hui est sur le Tour, mais il a déjà lui. Parce qu'on dit est-ce qu'on les ménage trop? Oui, je pense. Fabio Aru a gagné un grand tour. Il a 26 ans, il a le même âge. Adam Yates aujourd'hui, il a 23 ans, il est 2e. Enfin, Quintana, c'est pareil, il a pas 30 ans, Quintana. Donc je pense qu'ils sont peut-être un peu trop dorlotés. Effectivement, tout axé sur le Tour comme ça. En plus, Thibaut Pinot, il aime pas le Tour. Donc pourquoi on ne l'envoie pas s'amuser au moins une fois ou deux sur la Vuelta? J'aimerais bien le voir sur la Vuelta cette année où il y aura tout le monde. Où il y aura les Contador, les Quintana, les Froome, sûrement. C'est là qu'il faut qu'il aille. Là, au moins, il va pouvoir bagarrer. Il va pouvoir se planter. S'il se plante, personne ne lui en voudra. Alors que sur le Tour, c'est un drame. On est les premiers témoins. Voilà, quant à Romain Bardet... quasi sans faute jusqu'à maintenant. Alors, il nous a dit ce matin qu'il avait fait une petite erreur hier. Il est dans un col roulant comme ça. Il faut prendre les bonnes roues. J'ai pris la roue de Mollema parce que je pensais qu'il était bien. Finalement, il n'était pas si bien. Il prend un petit écart. Mais voilà. Après, malheureusement, je pense que pour les Français, ça risque d'aller décrescendo jusqu'à la fin. Je crois un peu en Bardet. Enfin, j'espère. Mais sinon, ça risque de... comme on dit dans le jargon, de dégueuler un peu. Je ne savais pas qu'on disait ça dans ce jargon, Julien. On va conclure. Je vais vous demander à chacun déjà un podium à Paris. Voilà, on va se lancer. Pour toi, Antoine? Alors moi, j'avais fait de Quintana mon favori dès le début parce que je pense qu'il a vraiment évolué mentalement et que cette 3e semaine qui lui posait toujours problème parce que c'est là où il était le plus fort, mais c'est là où dans la tête il coinçait un peu. Et bah ça va plus être un problème. Donc Quintana 1, Froome 2. Pour la 3e place. Bon allez, Daniel Martin, parce que je l'aime bien. Moi aussi j'aime bien Dan Martin, mais je sais pas. Je pense que c'est un Charlie Mottet, enfin ce genre de type de coureur, que la 3e semaine va être dure. Si je vais être cohérent avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, même si je suis pas totalement convaincu de ce que je dis moi-même, ça fait partie du jeu, je dirais Froome, Quintana et puis Richie Porte, parce que j'ai pas arrêté d'en dire du bien. Tout comme François, Froome, Quintana, Richie Porte. Et pour ma part, Quintana, 2, Froome, et je vous assure que j'aimerais bien qu'il ne fasse pas 2e. Et 3e, Purito, Joaquim Rodriguez, parce qu'il marche très très bien dans ce début de tour, parce que les 2 contre-la-montre ne lui vont pas mal, surtout le 2e à Megève, et parce qu'il a annoncé sa fin de carrière, que c'est un mec formidable et qu'il mérite d'être sur le podium du Tour. Voilà, merci beaucoup à vous. On se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux, vous saurez quand, mais je pense qu'on n'attendra pas 10 jours pour se retrouver. À bientôt.